Merci. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. D'abord, nous y voilà au cœur de l'affaire du siècle, au cœur du combat du siècle. On pourrait croire à un titre d'un tabloïd à sensation, on pourrait croire à un titre d'un grand quotidien sportif à grand tirage. Non, c'est notre réalité, c'est notre 21e siècle qui est en grand danger si la COP 21 de Paris est un échec. Hausse des températures, fonte des glaciers, multiplication des sécheresses et des inondations sont autant de signes que le changement climatique est engagé. Le changement climatique appelle à une réponse urgente, responsable, globale, fondée sur la solidarité de la communauté internationale. Le 25 février 2015, la Commission européenne a adopté une communication intitulée « Le protocole de Paris, un document pour s'attaquer au changement climatique mondial au-delà de 2020 », qui prépare l'Union européenne au dernier cycle de négociations qui se tiendra avant cette 21e conférence des Nations unies à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Le 6 mars 2015, les ministres européens de l'environnement de l'Union européenne se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans l'UE d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Selon moi, ces objectifs vont dans la bonne direction, mais devraient être plus ambitieux, car pour renforcer la position de l'Union européenne dans cette négociation internationale, je vous propose dans mon rapport de défendre la fixation d'objectifs ambitieux et réalistes visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2030 par rapport à 1990, porter la part des énergies renouvelables à 45% du mix énergétique et réaliser 40% d'économie d'énergie. La conférence de Paris, je le dis dans le rapport, ne doit pas être une réunion pour essayer, mais une réunion pour décider. Dans mon rapport, je souligne que ce protocole de Paris doit tout d'abord être universel et juridiquement contraignant pour apporter une réponse sur le long terme à la hauteur du défi climatique et de l'objectif visant à limiter la hausse des températures en dessous de 2 degrés. Être durable, deuxièmement, et dynamique pour qu'il puisse renforcer l'action des États contre le dérèglement climatique. Troisièmement, être différencié pour prendre en compte de manière évolutive les besoins et les capacités respectives des pays ainsi que leurs circonstances internationales ou nationales et leur assurer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de leur engagement. Quatrièmement, être significatif pour adresser aux acteurs économiques les signaux qui permettront d'engager la transition vers une économie basse carbone. Cinquièmement, être capable d'assurer un traitement équilibré de l'atténuation et de l'adaptation pour faciliter la résilience des pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, favoriser les trajectoires de développement durable des pays et aider chaque pays vulnérable à la mise en œuvre de plans d'action nationaux en matière d'adaptation. Et pour restaurer la confiance des pays en développement, l'Union européenne et les pays industrialisés doivent notamment être clairs, précis sur les moyens qu'ils entendent déployer pour rassembler d'ici 2020 les 100 milliards de dollars par an du Fonds vert destiné à aider les pays en développement et à payer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre telles qu'annoncées lors de la conférence de Copenhague dès 2009. Malheureusement, la communication de la Commission européenne du 25 février 2015 reste trop vague sur la question de la mobilisation des moyens de financement. Pourtant, l'apport des nouveaux financements sera, je crois, nous le pensons beaucoup, la pierre angulaire du protocole de Paris. Pour répondre aux engagements pris dans le cadre de la COP 21, je souligne dans mon rapport qu'il faut inventer, étudier, mettre en place des mécanismes de financement innovants, tels que, tout d'abord, la détermination d'un prix correct du carbone dans l'ensemble des grandes économies de la planète, afin de développer des solutions favorables au climat. Deuxièmement, une taxe sur les transactions financières et l'affectation d'une partie de son produit aux investissements verts. Troisièmement, l'utilisation du plan Juncker en Europe via le Fonds européen d'investissement stratégique. Quatrièmement, des garanties publiques spécifiques
en faveur des investissements verts, des labels et des avantages fiscaux aux fonds d'investissement verts et aux émissions d'obligations vertes. Ensuite, l'incitation de tous les acteurs financiers à réorienter leurs investissements à l'échelle nécessaire pour financer une véritable transition vers des économies résilientes et sobres en carbone. Enfin, une feuille de route ambitieuse des engagements des banques publiques et multilatérales en faveur du financement de la transition écologique. Notre crédibilité, la crédibilité de l'Union européenne dans la négociation passera nécessairement par la prise d'engagements ambitieux. Nous devons continuer à mener une politique climatique interne exemplaire pour inspirer les autres parties en matière de clarté, de transparence et d'ambition. Avant de conclure, je souhaite rappeler que le Parlement européen devra donner son consentement à la ratification par l'Union européenne de l'accord juridiquement contraignant résultant de la conférence de Paris. Par conséquent, nous demandons dans ce rapport que le Parlement européen participe pleinement aux réunions de coordination pendant la conférence de Paris. Pour rappel, je voudrais, pour conclure, indiquer que la commission ENVI est responsable sur le fond de ce dossier, que la commission ITRE rédige un avis sur ce rapport et que la commission ITRE a la compétence exclusive sur une partie du chapitre 8, recherche scientifique, développement technologique et politique d'innovation, et la compétence partagée sur le chapitre 7.3, soutenir le développement et le déploiement des technologies liées au climat. Des avis sont également rédigés par les commissions DEF, TRAN, AFET et INTA, et un rappel peut-être avant que le président ne le dise tout à l'heure, sur le calendrier législatif. Tout d'abord, dépôt des amendements pour le 17 juin à 18 heures, l'examen des amendements en envie 15 ou 16 juillet 2015 et l'adoption du rapport en envie 22-23 septembre 2015 et normalement vote en plénière pour la deuxième plénière d'octobre. Voilà, chers collègues, Président, ce que je souhaitais vous présenter dans le cadre de mon rapport.